Bienvenue dans ce nouvel épisode de Caput Mundi consacré à Néron, le dernier empereur de la dynastie des Julio-Claudiens. Dans le dernier épisode, je vous avais raconté la vie et le règne de l'empereur Claude, érudit et empereur. En 49, le prince avait épousé Agrippine, sa nièce, mais surtout mère de Néron. Comme pour répliquer le plan de succession qu'avait mis en place Auguste, la nouvelle impératrice avait persuadé son mari d'adopter son fils, qui devient ainsi, avec Britannicus, un successeur potentiel à l'Empire. C'est une histoire de cour, un principat dont la nature monarchique tend à se renforcer encore un peu plus, mais surtout la fin de la dynastie des Julio-Claudiens et le retour des guerres civiles. Empereur des arts, tyran, persécuteur, monstre, qui était Néron et quel est son héritage ? Le récit que je vais vous raconter est inspiré de Suétone et Tacite, auteur latin, mais aussi de Pierre Côme et son Néron, le pouvoir et la scène que nous aurons le plaisir d'interroger à la fin de ce podcast. Je vous raconte donc l'histoire de Néron, empereur de la démesure, dans Caput Mundi. Le début de ce récit pourrait très bien être celui d'une impératrice, Agrippine. Cette dernière était la sœur de Caligula, et donc la fille de Germanicus, dont le souvenir et la popularité sont encore bien vivants dans les esprits des Romains, et donc la nièce de l'empereur Claude. D'ailleurs, le Sénat a dû changer la loi pour que le prince épouse sa nièce, car c'est normalement interdit, mais que voulez-vous, la raison d'État a raison de tout. Le mariage avec Agrippine protège Claude de la concurrence d'un mauvais parti, qui pourrait vouloir récupérer l'héritage de Germanicus. Ce mariage a aussi l'avantage de souder un peu plus la famille et de placer le petit Lucius Domitius Aenobarbus, un peu plus âgé que Britannicus, dans de bonnes dispositions à l'Empire, lui, le descendant direct de Germanicus. Comment ne pas vous raconter la naissance de ce garçon ? Tant chaque étape de sa vie est minutieusement racontée comme une tragédie. Néron naît le 15 décembre 37 à Antium, soit quasiment 9 mois après la mort de Tibère. Ce prince, mort en mars de la même année, était l'ennemi désigné des descendants de Germanicus. L'arrivée au monde de ce nouveau descendant est longue et douloureuse. L'enfant se présente par le siège et non par la tête. C'est un mauvais augure, car un homme doit naître par la tête. Un mauvais présage cependant aussitôt dissipé par les rayons du soleil naissant qui viennent lui caresser le front. Quelle bonne nouvelle, cette naissance au sein de la Domus Augusta. Caligula, le nouveau prince en période de grâce, cherche justement à rabibocher tout le monde. Il est naturellement présent à la lustratio, la cérémonie où l'on donne son nom à l'enfant. Agrippine se tourne vers son frère et lui demande la faveur de baptiser son fils. Caligula regarde autour de lui, ses yeux s'arrêtent sur son oncle, à l'apparence avachie et la bouche pleine de bave. Claude. Peut-être l'un des premiers moments inconséquents de Caligula. Mais cette histoire est déjà classée. Agrippine choisit un nom plus conventionnel qu'une référence à son oncle bizarre. Ça sera Lucius Domitius Aenobarbus. Bien que ses ancêtres Aenobarbus soient réputés violents et que l'on aimerait faire du jeune homme le digne héritier d'une famille en délicescence, son père meurt alors qu'il n'a qu'un an. Et il est bel et bien élevé au sein de la Domus Augusta.
Le coup du destin qui a changé la vie du jeune Lucius est certainement un événement qui n'a rien à voir avec lui. Bien que sa mère tire les ficelles dans les coulisses de la cour impériale de Claude, rien n'est gagné. Sa rivale, Messaline, est bel et bien impératrice, et elle a donné naissance à un garçon qui porte le prénom du succès de son père, Britannicus. Donc, même s'il n'y a aucune règle de succession héréditaire dans ce principat, il n'y a pour le moment aucune raison que le jeune Lucius soit envisagé. C'est pourtant Messaline qui se saborde. Même si elle vivait sous le regard attentif de sa rivale, elle commet l'erreur de prendre un autre homme comme mari, quasiment au nez et à la barbe de Claude. Ce dernier est averti par un des affranchis dont il savait s'entourer, et Messaline est accusée d'avoir conspiré contre l'Empire. Elle est exécutée. Débarrassée de sa rivale, Agrippine a le champ libre. Elle séduit son oncle et parvient à l'épouser, puis à faire adopter son fils par le prince. Après tout, il est le descendant de Germanicus, ce ne serait que respecter les volontés d'Auguste. Il devient alors Nero Claudius Caesar Drusus. Nero, c'est-à-dire le brave et hardi dans la vieille langue des Sabins, ce nom doit lui porter chance. Que dis-je, ce n'est pas un héritier, c'est l'héritier. Plus âgé que son petit frère Britannicus, il est préparé au métier d'empereur. Sénèque est rappelé d'exil et se charge de l'instruction de Néron. Sénèque est considéré à l'époque comme l'un des meilleurs penseurs et sa philosophie stoïcienne, sa plume élégante et diplomatique, semble idéale pour donner une éducation à un futur prince. Cela change bien de ses précédents précepteurs, des artistes et des poètes. À quoi pourrait bien servir tout ça? Le 4 mars 51, Néron entre dans la cour des grands. Il revêt enfin la toge prétexte, il est proclamé prince de la jeunesse et le consulat lui est réservé pour l'année 58. Il est aussi coopté pour faire partie de tous les collèges sacerdotaux. Cette même année, Burrus, dont nous allons reparler, est nommé préfet du prétoire, un allié de taille d'Agrippine. En 53, Néron épouse sa sœur adoptive, Octavie, fille de Claude et de Messaline. Bien que le vieux Claude semble plein de regrets et songe peut-être à redonner la primeur à son fils Britannicus, ce dernier est encore trop jeune et le prince meurt le 13 octobre 54 d'une intoxication alimentaire ou d'un empoisonnement. Sa mort est dissimulée toute la nuit, des comédiens viennent même au palais pour faire croire aux Romains que le prince se divertit et Burrus rejoint Agrippine et son fils. Le palais est bouclé, les détails se règlent et à midi, Néron sort du palais accompagné de Burrus et il est proclamé impérator par les prétoriens. Parmi les soldats, certains se sont posé la question « Mais où est Britannicus ?» Agrippine le tient en fait enfermé dans une chambre du palais. De toute façon, le jeune fils de Claude est bien trop jeune et l'héritage de Germanicus tient en un seul homme maintenant, Néron. Claude est divinisé et Néron prononce son éloge, savamment écrit par Sénèque, discours qui provoque tout de même l'hilarité de certains. On n'avait jamais dit autant de bien du divin Claude. Cette divinisation permet néanmoins une chose, Néron est à présent le fils du divin Claude, comme Auguste le fut du divin César et Tibère du divin Auguste. Mais le fils du divin Claude est bien jeune et il n'a que 17 ans. Ses journées sont bien chargées, il exerce le métier d'empereur avec sérieux et les sources ne s'en cachent pas. Il reçoit les sénateurs et les chevaliers, il procède à des sacrifices, il participe au débat du Sénat et organise ses conseils, il accorde des audiences, prononce des discours et suit attentivement le fil de sa correspondance. Contrairement à Claude, il ne tient pas à rendre la justice lui-même et il rend les séances publiques. Bien entouré par Sénèque et Burrus,
Des affaires comme l'Arménie, qui était en passe de retomber dans la sphère d'influence des Parthes, semblent plutôt bien gérées. Prince le jour, mais hors la loi la nuit. Le jeune Néron n'a rien perdu de ses mauvaises habitudes de gamin, et pour cause, c'est encore un gamin. Même si Auguste a seulement 19 ans été maître du monde, la situation est bien différente. La génération de Néron n'a pas connu les guerres civiles, et ils sont bien loin, les vétérans de la vieille République. Néron n'a pas connu Auguste, ni même Tibère, et encore moins son célèbre ancêtre Germanicus. La nuit, déguisé en esclave, il part avec ses acolytes dans les bas quartiers de Rome, comme le pont Milvius, et il joue au jeu, il boit, il provoque des bagarres dont il ne sort pas toujours indemne. Un soir, alors qu'il s'en prenait à l'épouse d'un homme de rang sénatorial, Julius Montanus, il se fait sacrément amocher. C'est alors que le sénateur a la mauvaise idée de présenter une lettre d'excuse à l'empereur. Il savait donc qu'il s'en prenait à Néron. Il le contraint au suicide, lui qui aurait aimé ne pas savoir écrire pour ne pas avoir à signer des arrêts de mort. Connaissez-vous les défauts de Néron? Sa jalousie, ses amours et sa mère, évidemment. Vers 55, Néron s'éprend d'une jeune affranchie, Claudia Actée. Une simple affranchie d'Asie mineure, certes, mais avec du plomb dans la tête. Cette relation est plutôt bien vue par ses mentors Burrus et Sénèque. La présence d'une femme plus indépendante que son épouse Octavie était une bonne façon de diminuer l'influence d'Agrippine. L'ex-impératrice a en effet toujours une grande influence sur les affaires de Rome et sur son fils. Avec la mort de Claude et l'accession de son fils à la magistrature suprême, l'apogée de sa carrière semble bien là. Elle a beaucoup d'alliés, pèse sur les décisions, elle a même d'ailleurs demandé à son fils de réunir le Sénat dans la Domus, car en tant que femme, elle n'a ni le droit d'entrer au Sénat, ni de participer aux réunions qu'elle écoute cachées. Ce qui lui permet de ne jamais avoir un coup de retard sur la vie politique romaine. En présence d'Actée, le jeune Néron est moins sensible aux avis de sa mère, et moins prompt à lui rendre service. Qui de mieux que sa propre mère pour le faire tomber? Néron a un petit frère, rappelez-vous, Britannicus. Jusqu'alors tenu à l'écart de toute cause par son jeune âge, et parce que l'impératrice avait choisi de le reléguer dans les bas-fonds de la famille impériale, il se voit gratifié d'un regain d'intérêt par l'impératrice. Après tout, c'est lui, le vrai fils de Claude. C'est lui qui porte le nom de Britannicus, le vainqueur des Bretons. Néron n'est que le petit-fils de Germanicus. Oh, il est bien jeune. Personne ne pourra le craindre. Personne sauf Néron. Lors des Saturnales de l'an 54, Néron est désigné par le sort roi de la fête. Et c'est en cet honneur qu'il était chargé de distribuer des gages aux convives. Pour humilier son petit frère, il lui demande de chanter. Mais le jeune garçon chante très bien, sa voix est de velours, et le public l'acclame. Et Néron, qui rêve d'être adulé pour son art, ne peut que se renfrogner. Il s'éprend de jalousie pour son petit frère, au nom bien plus célèbre. Inquiet du destin que son petit frère adoptif pourrait assumer à l'avenir, il décida de faire appel au service de la sombre Locuste. Cette dernière était la plus réputée de son temps pour faire passer quelqu'un de vie à trépas. C'est d'ailleurs à ce sujet qu'elle était emprisonnée et sous bonne garde. Néron lui commanda donc un poison, mais il n'était pas assez puissant. Il en demanda donc un autre, plus puissant, qui tua un porc sur le coup. C'est lors d'un banquet, le 11 février 55, que le prince exécuta son forfait. Pendant le repas, Néron fit servir une boisson brûlante à Britannicus. Ce dernier réclama de l'eau fraîche, et c'est dans cette eau qu'était le poison, loin des soupçons et de la vigilance des goûteurs. Britannicus but le breuvage et il en succomba dans la nuit. L'entourage de Néron prétexta une crise d'épilepsie fatale dont il serait coutumier. C'est la fin de l'innocence pour Néron.
Malgré tout, Néron est bien entouré. Et la campagne d'Arménie par Corbulo témoigne des bons conseils de Burrus et de Sénèque, qui profitent de l'occasion, en plus des amours adolescents de Néron, pour reprendre la main sur le destin de l'Empire. L'Arménie, c'était ce royaume aux confins de l'Orient, qui se disputait Romains et Parthes, depuis Marc-Antoine. En 54, l'Arménie retombe aux mains d'une dynastie alliée des Parthes, et au début de l'année 55, le Sénat reçoit une ambassade arménienne pour traiter de la question. Agrippine tenta alors de prendre les devants et de se placer sur l'estrade avec son fils. D'un geste, Sénèque indique au prince de refuser cette initiative. Ce dernier se replaça devant, comme pour effacer sa mère. Agrippine perdait la main et les faveurs de son fils, petit à petit. Concernant l'Arménie, Burrus et Sénèque ordonnèrent la réorganisation des troupes de l'Orient avec à la tête le fameux Corbulo. Ce dernier réussit à soutenir le retour de Tiridate sur le trône d'Arménie, un roi client de Rome qui est invité à se faire adouber par l'empereur. Dans le même temps, Néron envisage d'abandonner la Bretagne, dont le maintien de l'autorité romaine est toujours sous caution. Malgré les difficultés, la demi-victoire des troupes romaines en Arménie permet d'envisager un avenir plus serein. La victoire est célébrée en grande pompe, et malgré qu'on n'ait jamais vu Néron à la tête d'une armée, il est de nouveau salué Imperator. Mais pendant le règne de Néron, le vrai front de guerre, ce n'est pas en Orient, ni en Germanie ou en Bretagne. Les vraies tensions sont à la cour. En 58, Néron s'éprend d'amour pour la belle Popée. Contrairement à Actée, Popée est originaire d'une grande famille de Pompéi, ce qui représente une menace plus lourde pour Agrippine, car le risque de mariage est réel, ce qui ferait de Popée une impératrice plus ambitieuse que la brave Octavie, et donc la fin du règne d'Agrippine sur Rome. C'est Othon, son mari, dont nous reparlerons dans l'épisode consacré à l'année des 4 empereurs, qui la présente à Néron. Popée est une femme totalement rompue à l'exercice de la cour. Elle est cultivée, charmeuse, et se fait remarquer par Néron, qui reste néanmoins lié par le mariage à Octavie, qui lui donnait une part de légitimité à la tête de l'Empire. Ce mariage renforçait les liens qu'il avait avec son père adoptif, Claude. Les sources racontent que par jalousie et par crainte de perdre le pouvoir, c'est à ce moment-là qu'Agrippine aurait désespérément tenté de séduire son fils, prête à tout, même au pire, c'est-à-dire l'inceste, pour garder son influence. Ces accusations, portées par Silius Rufus, faisaient monter la tension au sein de la cour. Tout cela poussa Néron à mettre à l'écart sa mère dès l'année 59. Le récit de la mort d'Agrippine est célèbre. C'est la grande tragédie du règne de Néron, peut-être un tournant. Car dans la liste des choses impardonnables à Rome, juste en dessous de l'inceste, il y a le matricide. Souvent raconté en 3 actes, à la façon des pièces de théâtre, voici l'histoire. C'est à l'occasion des fêtes en l'honneur de Minerve, entre le 19 et le 23 mars, que Néron se décide à inviter sa mère dans la baie de Naples. Le fils prodige invite sa mère à un dîner somptueux pour se retrouver, lui et la meilleure des mères. Le prince ne s'économise pas en éloges, il veut la réconciliation. À l'heure de prendre congé, Néron parvient à convaincre sa mère de prendre un bateau qu'il a fait apprêter spécialement pour elle. Au début méfiante, elle accepte et prend la mer pour rejoindre sa résidence. La nuit était étoilée, resplendissante et paisible sur une mer calme, nous dit Tacite. Le navire longe tranquillement la côte napolitaine lorsque la cabine s'effondre, faisant couler le navire. Dans le tumulte du naufrage, une femme à la mer s'écrie « À l'aide, je suis l'impératrice !» Mauvaise fortune pour cette servante que les soldats romains ne manquent pas d'assommer à coups de rame pour finir le travail. Mais la vraie Agrippine est toujours en vie et s'abstient bien de demander de l'aide. Elle regagne la côte à la nage, dit-on, et parvient à retrouver sa résidence. Sur place, c'est la surprise, et elle doit réfléchir vite. Elle fait parvenir un billet à Néron pour le rassurer, mais l'avertir que quelqu'un a tenté de l'assassiner. En lisant les mots de sa mère, l'empereur panique. Il faut finir ce qui a été commencé. Il envoie ses soldats tuer sa mère dans les règles de l'art. Face à ses adversaires, l'impératrice comprend que c'est fini. « Frappez au ventre !» aurait-elle dit, « là où j'ai porté ce monstre. » Ça, c'est la légende et le récit des sources que nous a inspiré le récit officiel condamnant Agrippine après qu'elle ait tenté à son tour de tuer Néron. Même si cette exécution est finalement dans sa version officielle entérinée par le Sénat, c'est une très sale réputation qui colle désormais à la peau de Néron. Bien que populaire encore, l'acceptation à demi-mot de Burrus et Sénèque du Sénat
et quelques graffitis dans les rues de Rome rendent l'empereur de plus en plus paranoïaque. Après cette mort historique, Néron répudie Octavie et finit par épouser Poppée. Néron n'en est pas moins populaire. Souvent qualifié d'empereur des arts, nous entrons dans ce que Pierre Côme a appelé l'empire des spectacles. En effet, le prince est très généreux, parfois un peu trop. Malgré la situation des finances de l'Empire, il n'hésite pas à organiser des jeux, il adore conduire des chars, et il commence même enfin à se produire en public pour exprimer son chant, sa plume et ses talents de musicien. Une consécration pour cet empereur qui aurait voulu être un artiste, mais un supplice pour la foule. Les sources racontent même que certains n'hésitent plus à simuler leur mort pour se faire évacuer des théâtres, et il fallait au moins ça pour quitter une représentation de Néron. Le futur empereur Vespasien se serait endormi, et surpris par l'empereur, il en fallut de peu. Dès l'été 60, soit près d'un an après la mort de sa mère, Néron organise des jeux, les Néronia. Suétone nous les raconte. Néron regardait ces jeux du haut de l'avant-scène. Dans l'espace d'un an, il y construisit près du champ de Mars un amphithéâtre en bois dans lequel il donna un spectacle de gladiateurs où il ne laissa périr personne, pas même les coupables. Mais il y mit aux prises 40 sénateurs et 60 chevaliers, dont quelques-uns jouissent d'une fortune et d'une réputation à l'abri de tout reproche. Il choisit, dans les mêmes ordres, des combattants contre les bêtes, et pourvus à divers emplois de la reine. Il donna aussi une nomachie où des monstres de marins nageaient dans de l'eau de mer. Il fit danser la Pyrrhique à des jeunes gens auxquels il délivra ensuite des diplômes de citoyens romains. Il fut le premier qui institua à Rome des jeux quinquennaux qu'il appela néroniens. Ces jeux étaient de 3 genres à la manière des Grecs, c'est-à-dire qu'il y avait de la musique, des exercices gymniques et des courses à cheval. Après avoir consacré des bains et un gymnase, il offrit de l'huile aux sénateurs et aux chevaliers. Dans les jeux gymniques qu'il donna au champ de Mars, il déposa les prémices de sa barbe au milieu d'un sacrifice solennel et renferma dans une boîte d'or garnie de perles les plus précieuses. Il les consacra à Jupiter Capitolin. Il invita même les Vestales au spectacle des athlètes parce que, à Olympie, on permettait aux prêtresses de Cérès d'y assister. En 61, le front arménien évolue encore avec la reconquête de l'Arménie par les Parthes. En 62, le bon conseiller de Néron, Burrus, meurt et Sénèque annonce sa retraite, tandis qu'Octavie, l'ex-épouse de Néron, est bannie pour éviter qu'un mariage ne vienne faire de l'ombre à Néron. Cette dernière est finalement assassinée l'année suivante. Début 63, Poppée et Néron célèbrent la naissance de leur fille Claudia Augusta, qui meurt quelques mois plus tard. L'enfant est divinisé contre toute tradition et procédure. La guerre contre les Parthes au sujet de l'Arménie est gagnée, et même si une révolte gronde en Bretagne, on peut s'attendre à un peu d'accalmie à Rome. Mais le 18 juillet 64, alors que Néron n'est pas à Rome, un incendie se déclare dans le secteur du Circus Maximus. Sous l'effet d'un vent violent, l'incendie se propage et c'est bientôt toute la ville qui est menacée par les flammes. Bien que les cohortes de vigiles s'affairent, leurs moyens sont insuffisants et ils peinent à contrôler l'incendie. Pendant 6 jours, les flammes dévorent Rome, provoquant l'un des plus grands cataclysmes de la cité depuis longtemps. Le temple des Vestales, le temple de Jupiter Stator, la Regia, palais antique des rois de Rome, les quartiers dont l'étroitesse des rues et les marchandises entreposées favorisent la propagation des flammes. C'est une véritable catastrophe qui détruit 14 régions urbaines et endommage la majorité des autres. L'ampleur du sinistre oblige Néron à revenir d'Antium. Une fois à Rome, l'empereur réagit instantanément. Il ouvre les bâtiments publics pour héberger les sinistrés, il va sur le terrain, il coordonne les travaux, les catapultes sont de sortie et rasent des quartiers entiers de Rome pour créer une barrière que les flammes ne pourront pas franchir. C'est certainement l'épisode le plus célèbre de l'épopée néronienne. Il faut dire que Néron ne tarde pas à réagir. Il n'est pas question de laisser les villes dans cet état. La reconstruction se fait avec méthode. Des nouvelles règles d'urbanisme imposent une taille limite aux bâtiments et un écart suffisant dans les rues pour permettre de faire barrière aux flammes. Mais ce n'est pas le seul projet, Néron en profite également pour développer le palais, la fameuse Domus Aurea. En expropriant et en occupant ainsi l'espace public, Néron est vite accusé d'avoir volontairement provoqué l'incendie de Rome pour y construire son palais, chose que nous savons fausse maintenant. Certains l'auraient même vu déclamer des poèmes sur la chute de Troie. Bien que ces rumeurs soient fausses, le prince est obligé de réagir et il profite de cet instant pour accuser une secte gênante qui se répand dans la ville, les chrétiens, accusés d'haïr Rome. Dans le contexte de tous ces troubles, une nouvelle conspiration se prépare, la conspiration dite de Pison, qui échoue lamentablement par simple délation.
S'ensuit néanmoins une vaste répression qui toucha des sénateurs et des hommes de lettres. Même Sénèque, depuis sa retraite, fut touché par les délations et contraint au suicide. Pour poursuivre cette année noire, Poppée elle-même est touchée par la folie de Néron au cours d'une dispute. Ce dernier aurait donné un coup au ventre de Poppée, qui était enceinte. Ce coup fut fatal. N'oublions pas que Néron est un artiste, un passionné même pourrait-on dire. La si controversée Domus Aurea est un bijou d'architecture et de technologie. Des fresques somptueuses, une statue monumentale, une salle tournant sur elle-même, la Senatio Rotunda. Les premières fresques sur voûte, ce palais dépasse toutes les ambitions que les empereurs avaient eues jusque-là concernant le palais. Cette demeure est un véritable microcosme qui l'éloigne de plus en plus de son peuple, malgré les spectacles à répétition et les secondes Néronia. Bien que les condamnations de sénateurs se poursuivent, Rome se prépare à un événement d'envergure, la réception de Tiridate, enfin roi d'Arménie, pour le couronner au nom de Rome. À cette occasion, la cité est sur son 31, Néron couronne le roi et donne des jeux et fait fermer les portes du temple de Janus. Vous savez désormais ce que cela signifie, la paix est revenue dans l'Empire. L'Empire est en paix et c'est parfait. Cela permet au prince de réaliser son plus grand rêve, un voyage en Grèce pour conquérir, non pas des terres, mais des cœurs. Néron, Princeps Imperator, se rend en Grèce pour une tournée artistique. Pour le voyage, une suite nombreuse l'accompagne. Outre un détachement de prétoriens, c'est près de 5000 Augustiani qui le suivent. Nous n'avions pas parlé encore jusqu'ici, mais les Augustiani, ce sont des chevaliers et des plébéiens spécialement recrutés pour venir soutenir et applaudir l'empereur pendant ses performances artistiques et sportives. Spécialement pour cette occasion, en 67, sont organisés la même année les 4 grands concours panhelléniques, à Corinthe, Delphes, Olympie et Némée. Bien entendu, des épreuves artistiques sont ajoutées pour l'occasion. L'accueil des Grecs est chaleureux, et bien sûr, Néron remporte tout. Le 28 novembre 67, il proclame la liberté des cités grecques. Mais pendant l'absence de l'artiste, la situation de l'Empire se dégrade. Bien qu'il soit normal pour un empereur de voyager à travers l'Empire, il ne pouvait pas compter sur des appuis aussi sûrs que pouvait avoir Auguste. La situation se dégrade à Rome, mais aussi en province et en bordure de l'Empire, notamment en Judée, où une révolte gronde. Supplié de rentrer à Rome, il accepte à contre-cœur à la fin de l'année 67. Mais il ne revient pas en simple empereur, il revient en triomphateur. Il a gagné tous les jeux grecs. En 68, il entre à Naples, avec un char tiré par des chevaux blancs. La cérémonie se répète dans chaque ville, jusqu'à Rome, au début du mois de mars. Il est couronné de la couronne olympique. Pierre Comme nous rappelle l'adage des Romains. Le Palatin, lui non plus, n'est pas loin de la roche tarpéienne. Bien qu'il soit venu triompher à Rome et que sa présence en Italie soit requise, c'est à Naples qu'il décide de résider. Et c'est là qu'il apprend qu'un certain Vindex est entré en révolte en Gaule. En révolte non pas contre l'Empire, mais contre lui, Néron. La révolte de Vindex, dignitaire gaulois, ne marqua pas l'esprit de Néron, qui l'ignora. Mais ce fut tout de même Verginius Rufus, commandant des légions les plus proches, qui se chargea de la répression. La révolte ne fut pas difficile à réprimer pour ce militaire, mais ce succès, que Néron n'avait pas eu, lui donna la faveur de ses légions qui le proclamèrent impérator. Mais Vindex n'était pas mort, et malgré ses difficultés, il avait réussi à solliciter l'aide de Galba en Hispanie et d'Othon en Lusitanie. Tous ces chefs étaient à la tête d'une armée, ce que n'avait pas Néron. Ils étaient également tous, à part Vindex, une alternative crédible à Néron. L'Empire est au bord de la guerre civile. Rentré en catastrophe, le prince ne peut empêcher la mise sous embargo de la ville, et c'est au peuple de se plaindre de la disette. Néron avait ignoré les élites des provinces, les problèmes financiers de l'Empire, et son peuple pour se consacrer à son art. Le 8 juin 68, devant une situation de défection totale, le Sénat proclame Galba empereur et Néron ennemi public. Le dernier Julio-Claudien prend la fuite, au pied du mur, il fait creuser sa tombe. « Quel artiste périt avec moi » lui prête-t-on comme ultime parole. Après avoir pris connaissance des supplices qui l'attendaient en cas d'arrestation, il se résigna au suicide.
Marcom, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de Néron. Vous êtes historien de l'Antiquité, professeur d'histoire antique à l'Université de Rouen. Vous avez publié plusieurs monographies, dont Auguste en 2005, que j'ai déjà évoqué dans Caput Mundi, et l'année des 4 empereurs en 2012, que j'ai déjà commencé à lire pour le prochain épisode. Mais pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est Néron, le pouvoir et la scène, paru l'année dernière chez Armand Collin, dont nous allons parler. Un empereur passé dans la postérité comme un tyran, un sanguinaire, celui qui a vu Rome brûler sous son règne, et surtout le dernier des Julio-Claudiens. C'est une image forte et un héritage lourd pour les historiens. Dans votre ouvrage, vous parlez en introduction de ce travail de l'historien, qui, je cite, ne se limite pas à un face-à-face avec Tacite. Alors, avant de parler de la vie de Néron, la première question qui se pose et que je vous pose, c'est quelles sont les sources, aujourd'hui, à la disposition de l'historien pour raconter Néron et les écueils à éviter? Eh bien, alors, en dehors justement de Tacite, de Suétone, de Cassius Dion, qui sont donc des historiens des historiens antiques, mais qui ont écrit après la mort de Néron, et qui même ne sont pas des contemporains de Néron. Tacite était quand même très, très jeune sous le principat de Néron. Eh bien, on dispose heureusement maintenant d'une documentation épigraphique qui s'enrichit régulièrement, donc d'inscriptions, et on dispose aussi de monnaies, qui nous permettent aussi de connaître à la fois, disons, le visage, le profil de Néron, mais aussi sa politique monétaire, le discours aussi, les messages qu'il a voulu faire passer en faisant graver certaines légendes monétaires. On pourrait aussi ajouter les vestiges archéologiques, de la Domus Aurea, les peintures qu'on a retrouvées de l'époque de Néron. Alors, c'est vrai, surtout à Pompéi, mais aussi en partie dans la Domus Aurea. Donc on a quand même une documentation assez riche qui permet de nuancer justement certains propos de Tacite ou de Suétone qui pendant très longtemps ont servi en fait à tous les historiens postérieurs qui ont voulu écrire sur Néron. Oui, j'avais lu que chaque historien avait son Néron. C'est une expression qui revient assez régulièrement quand on fait les premières recherches sur Néron. Dans les sources que vous avez évoquées, vous parliez du visage de Néron. C'est vrai qu'à la différence d'Auguste, Néron, dans ses représentations, change de visage. On le voit vieillir, on le voit même sans les dire. En fait, qu'est-ce qu'elles nous racontent, ces sources? Parce qu'il y avait aussi le discours gravé racontant la liberté octroyée aux Grecs. Qu'est-ce que ces sources nous apprennent vraiment de nouveau par rapport aux sources écrites? Eh bien, elles peuvent contribuer à donner une certaine cohérence à la politique de Néron, dont qu'on a assez quand même souvent réduite à une suite d'extravagances d'un prince fou. Alors je pense notamment à une inscription qui relate la carrière d'un légat de Mésie, Plotius Silvanus Aelianus, qui au-delà de sa province, qui correspondait grosso modo à la Bulgarie actuelle, a mené des négociations avec des peuples nomades qui vivaient entre le Danube et puis le nord de la mer Noire, l'Ukraine actuelle. Ces négociations se sont aussi accompagnées d'une véritable offensive militaire qui lui a permis d'atteindre la Crimée. Alors cette expédition militaire, cette campagne militaire, on ne la connaît que par une inscription qui relate la carrière de ce personnage. Ce personnage n'est mentionné par aucune autre source. Alors on suppose qu'il a peut-être été disgracié, peut-être à la fin du règne de Néron. En tout cas, il est revenu en grâce sous le règne de Vespasien, qui en a fait un préfet de la ville de Rome. Mais cette expédition, elle donne une certaine cohérence à la politique orientale de Néron, puisque dans le même temps, on le sait, qu'il a transformé en province le royaume du Pont, qui correspondait, lui, au sud de la mer Noire, donc dans la Turquie actuelle, en même temps que Corbulon
combattaient les Parthes en Arménie. Donc on peut dire que voilà, Néron a fait de la mer Noire un nouveau lac romain, en quelque sorte, et cela a permis sans doute d'améliorer le ravitaillement de Rome en céréales, puisqu'on sait que depuis très longtemps, justement, ces régions du nord de la mer Noire étaient des greniers à blé, et ils le sont d'ailleurs encore. On sait aussi que Néron, en tout cas ses conseillers, ont réactivé des droits de douane qui étaient perçus dans les détroits, donc qui faisaient communiquer la mer Noire et la Méditerranée. Et donc c'est assez cohérent évidemment avec cette intensification du trafic céréalier dans cette région. Et enfin, ce qui a paru être le comble de l'extravagance, on a dit que Néron avait inauguré le creusement du canal de Corinthe, le canal qui donc permet aux navires de ne pas avoir à contourner le Péloponnèse. Alors on nous dit que Néron a inauguré ses travaux avec une bêche en or, mais là aussi, le creusement de ce canal gagne une certaine cohérence puisqu'il permettait aussi de faciliter justement ce trafic maritime depuis les côtes nord de la mer Noire jusqu'à l'Italie où devaient justement arriver ces cargaisons de céréales. Donc voilà, là c'est un exemple, mais on voit que cette politique de Néron, elle a une certaine cohérence en ce qui concerne la fiscalité, le ravitaillement de la ville de Rome et voilà la prise de contrôle en fait de toutes les rives de la mer Noire. Il y a une expression qui avait retenu mon attention dans votre ouvrage, celle d'une génération Néron. En effet, quand on y regarde de plus près, Néron, c'est le premier empereur romain à ne pas avoir connu Auguste, mais vous parlez surtout de son entourage, de la jeunesse romaine, la jeunesse dorée. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail ce qu'est selon vous cette génération Néron ? Alors, oui, il m'a semblé que ça pouvait être une clé pour comprendre le personnage parce qu'il faut être évidemment très prudent quand on prétend cerner la psychologie d'un personnage qui a vécu il y a donc 2000 ans et qui n'a pas laissé, disons, d'écrits personnels, de témoignages personnels. On n'a même pas l'équivalent des Res Gestae pour Auguste. Alors, il m'a semblé que pour comprendre Néron, il fallait effectivement le resituer dans une génération parce qu'il se trouve qu'on connaît quand même certains personnages de son entourage, dont certains sont devenus des empereurs par la suite. Par exemple, Doton, par exemple, qui a été un des empereurs de l'année des 4 empereurs, le successeur de Galba, qui avait à peu près le même âge que Néron. On pourrait aussi ajouter le futur empereur Titus. Et ça, on sait qu'il avait été élevé en partie avec Britannicus, le fils de l'empereur Claude. Et ensuite, il a fait partie aussi de l'entourage de Néron. Et chez tous ces personnages qui sont assez effectivement décriés par nos sources. Suétone nous dit qu'on craignait le pire quand Titus est devenu empereur parce que justement il avait fait partie de l'entourage de Néron et que finalement il s'est révélé être, disons, un bon empereur mais qui n'a pas vécu très longtemps de toute façon. Mais on constate que voilà, ces personnages manifestaient un peu un goût commun avec Néron pour les spectacles, la littérature grecque, les courses de chars, le théâtre. Et c'est aussi pour ça qu'en annexe de mon livre, j'ai placé une lettre de Pline le Jeune qui m'a paru intéressante parce que Pline le Jeune, dans cette lettre, parle d'un de ses amis, un de ses jeunes amis, qui s'appelait Humidius Quadratus, et il le présente vraiment comme un modèle de vertu, comme un exemple. Et il parle de cet Humidius Quadratus à propos du décès de sa grand-mère, Humidia Quadratia. Et il présente cette femme comme une femme un peu
extravagante justement parce qu'elle entretenait une troupe de théâtre, elle adorait les spectacles et la pantomime, et ça paraissait assez bizarre et incongru à son petit-fils parce qu'on était à cette époque, à l'époque de Trajan, au deuxième siècle de notre ère, voilà, on est en quelque sorte deux générations plus tard, et on constate que finalement, eh bien, les hommes de cette génération là, qui vit sous Trajan ont du mal à comprendre voilà, les goûts et les divertissements justement de cette génération. Et cette Humidia Quadratia, elle était, disons-le aussi, à peu près de la génération de Néron. Elle était un peu plus âgée. Mais voilà, on constate que, eh bien, au siècle suivant, en quelque sorte, eh bien, les Romains, les aristocrates romains de cette époque ont un peu de mal peut-être à comprendre justement les goûts et les passe-temps de ces générations précédentes. Donc, il n'y a pas seulement, je dirais, chez Suétone et Tacite une hostilité envers Néron, la volonté d'en faire un personnage négatif, mais il y a peut-être aussi un manque de compréhension justement pour eh bien, ces aristocrates, disons, de la génération de Néron. Il faut dire que l'aristocratie romaine s'était renouvelée justement après la guerre civile qui avait suivi la mort de Néron. Ce n'est plus exactement les mêmes milieux. On voit entrer au Sénat à ce moment-là pas mal de notables venus des provinces, et on voit au contraire disparaître progressivement la vieille aristocratie romaine sénatoriale dont certaines lignées remontaient à l'époque républicaine. Les 5 premières années de Néron au Principat sont souvent qualifiées d'âge d'or. Il obtient tous les honneurs sans forcer, même le titre de père de la patrie qu'il avait refusé au début de son règne, car trop jeune, mais il finit par l'accepter seulement l'année suivante. Il est acclamé plusieurs fois impérator sans mettre les pieds dans une caserne. Qu'est-ce que ça nous dit? Le jeune âge du prince, son absence d'effronts, l'influence de sa mère dans la vie politique, qu'est-ce que ça nous raconte sur la nature du principat? Qu'est-ce qui diffère des précédents, notamment Auguste, Tibère, Caligula, c'est un peu un cas particulier, et même Claude. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change avec le principat de Néron? Alors, Sénèque en particulier, mais bon, parce que aussi c'est de lui que nous avons gardé le plus de témoignages écrits, a voulu vraiment présenter l'avènement de Néron comme une rupture avec les pratiques de Claude. On reprochait à Claude d'avoir laissé trop de place aux affranchis impériaux. Il avait confié, la chancellerie impériale, les grands services administratifs comme la correspondance impériale, les finances étaient confiés et dirigés par des affranchis impériaux qui avaient la confiance de l'empereur. Mais évidemment, le rôle joué par ces anciens esclaves choquait beaucoup les sénateurs les plus attachés aux traditions. Claude avait également procédé à certaines condamnations de sénateurs. Alors évidemment, après, comparé à ce qui s'est passé plus tard sous Néron, ça apparaît peu, mais à l'époque, ça avait beaucoup quand même choqué certains sénateurs. Et donc, Sénèque a vraiment voulu présenter l'avènement de Néron comme une rupture par rapport au règne précédent, mais aussi comme un retour justement vers ce qui était supposé avoir été les bonnes pratiques de l'époque augustéenne, parce qu'il faut jamais oublier que Néron tirait une grande partie, même l'essentiel de sa légitimité, du fait qu'il était un arrière-petit-fils d'Auguste, ce qui le rendait plus légitime que Britannicus, qui était pourtant le fils du prédécesseur immédiat de Néron, à savoir Claude. Donc il fallait vraiment présenter justement l'avènement de Néron comme une sorte d'âge d'or. Alors, moyennant quoi, quand même, ce quinquennat, en quelque sorte, ce premier quinquennat de Néron, il a quand même été marqué par des disparitions violentes, notamment Britannicus, qui est éliminé un an après, moins d'un an après l'avènement de Néron, par aussi l'élimination de certains sénateurs qui pouvaient aussi se présenter comme des descendants d'Auguste, et certains donc ont été éliminés par les bons soins d'Agrippine. En outre, ces 5 premières années de Néron, elles se caractérisent aussi par une lutte d'influence
alliance entre, d'un côté, Agrippine et puis de l'autre, Sénèque et Burrus, qui entendent limiter la place d'Agrippine dans la vie politique, parce que c'est aussi ce qu'on avait reproché à Claude, le fait que ces femmes avaient joué un rôle trop important. Donc c'est quand même une période de rivalité. D'après ce qu'on peut savoir du personnel politique, il y a beaucoup évidemment de proches de Sénèque et de Burrus qui occupent des places importantes, mais Agrippine essaye aussi de placer ses protégés. Donc ça se termine par l'élimination brutale d'Agrippine. Mais d'un certain point de vue, on peut aussi placer un tournant du règne plutôt autour des années 62-64 de notre ère, quand Burrus, le préfet du prétoire, meurt, Sénèque prend sa retraite, et là c'est un peu un nouveau personnel politique qui se met en place autour d'un des nouveaux préfets du prétoire, Tigelin, qui est volontiers présenté comme l'âme damnée de Néron, mais qui joue effectivement un rôle politique important dans les dernières années du règne de Néron. Vous avez beaucoup écrit sur l'armée romaine, et bien que Néron ne soit pas allé au front, on en a parlé tout à l'heure, dans un article de janvier 2023, l'histoire qui évoquait votre ouvrage avait titré « Néron en Ukraine ». On en a discuté tout à l'heure. Qu'est-ce qui se cache derrière ce contexte? Vous parlez d'un inventaire du monde, d'expéditions lointaines, l'annexion du pont, cette nouvelle mer intérieure. Néron, quand on lit les sources, il n'a pas l'air de s'en inquiéter outre mesure. Alors, qui, selon vous, est l'artisan de cet empire qui rayonne, et comment la machine impériale fonctionne jusqu'aux confins du monde? Et surtout, pour recontextualiser la situation de nos éditeurs, quelles sont les limites de cet empire sous Néron? Alors, je vais peut-être commencer par ce qui est le plus simple. La réponse la plus simple, c'est les limites de l'Empire sous le règne de Néron. Eh bien, alors, sous le règne de Néron, pour, disons, simplifier les choses, on peut dire que voilà, l'ensemble de la Méditerranée est un lac romain, c'est-à-dire que tout le pourtour de la Méditerranée est constitué de provinces romaines. On peut donc y ajouter, sous le règne de Néron, les rives de la mer Noire, qui sont contrôlées par les Romains. Alors, il s'agit soit de provinces, soit, disons, de royaumes alliés de Rome. C'est le cas pour la rive nord de la mer Noire. Au-delà, vers le nord, les provinces romaines s'étendent même donc bien au-delà de la Méditerranée, puisque la Bretagne a été conquise par Claude. Néron a peut-être envisagé de l'évacuer, mais finalement, il confirme l'emprise de Rome sur la Bretagne, puisqu'il combat la révolte justement de la reine Boudica, qui avait essayé de s'opposer aux Romains. Et puis en Europe, le Rhin et le Danube constituent les limites de l'Empire. Donc là, on est évidemment bien au-delà de la Méditerranée. Alors maintenant, la question plus délicate à laquelle vous me demandez de répondre, c'est de savoir qui déterminait la politique. Alors, il est clair que à l'avènement de Néron, il n'a que 17 ans. C'est la première fois qu'on voit un empereur aussi jeune parvenir au pouvoir. Il est clair, même si on devenait adulte plus jeune à Rome qu'aujourd'hui, il est clair que c'est sans doute pas lui qui décide des grandes orientations politiques de l'Empire à ce moment-là. Là, évidemment, Sénèque, Burrus, Agrippine jouent sans doute un rôle important. Mais le fait que justement un jeune homme aussi jeune parvienne au pouvoir suggère que dès ce moment-là, justement, en quelque sorte, la machine administrative qui s'est mise en place à partir d'Auguste permet en fait à l'Empire d'être gouverné, d'être géré, même si l'empereur est assez jeune, parce qu'il y a justement des services administratifs qui ont été mis en place, une chancellerie, des grands services administratifs à Rome et dans les provinces, qui permettent en fait à l'Empire de fonctionner, même si
celui qui est à sa tête est encore assez jeune. Alors, évidemment, la question se pose de façon un peu différente au fur et à mesure que Néron grandit, hein, même s'il meurt quand même assez jeune, hein, il meurt à 30 ans. Ensuite, dans quelle mesure décide-t-il des grandes orientations? Évidemment, c'est un peu difficile à déterminer. Alors, une chose est certaine, c'est que, eh bien, il n'a jamais pris la tête d'une armée, hein, et donc là, on peut penser que c'est une décision qui lui incombe, hein. Et à un moment, on a cru un moment qu'il allait prendre la tête d'une armée vers l'Égypte ou donc le Proche-Orient, mais finalement, bon, ça ne s'est pas fait, hein. Il est resté à Rome. Et on peut dire que ça a eu des conséquences importantes parce que, eh bien, le prestige que pouvaient apporter justement ces grandes expéditions militaires menées aux confins du monde connu, hein, que ce soit justement vers la mer Noire, vers l'Arménie, ou donc il y a eu aussi certaines expéditions menées en remontant la vallée du Nil, ou une exploration, paraît-il, des routes de l'Ambre. Et bien, tout ce prestige, eh bien, ne revenait pas au prince, hein, à Néron. Je pense aussi aux expéditions en Bretagne, aux campagnes militaires en Bretagne, hein, menées contre Boudica et puis même menées donc en direction du Pays de Galles actuel. Tout cela, eh bien, n'apportait pas de prestige à l'empereur, mais apportait du prestige à ceux qui commandaient ces expéditions, qui normalement n'étaient que des délégués de Néron. Et on peut dire qu'à ce moment-là, il y a une certaine compétition qui se met en place entre les grands commandants d'armée, hein, Corbulon en Arménie, Suetonius Paulinus en Bretagne. Et je dirais que ça prépare en quelque sorte la guerre civile qui éclate à la mort de Néron. C'est ce que j'ai écrit, la guerre civile, elle n'éclate pas, disons, dans un ciel serein. Il y avait déjà justement des phénomènes de compétition entre certains sénateurs pourvus de grands commandements dans les provinces, parce que justement l'empereur n'était à la tête d'aucune armée, hein. Et ça explique sans doute, hein, ce qui s'est passé ensuite. Oui, parce que finalement, Auguste avait mis fin à ce système un peu de grands généraux qui montent en puissance. C'était resté un peu dans le cadre de la Domus. Même plus tard, on pense à Germanicus. Il reste un héritier potentiel à la magistrature suprême. Alors, vous l'avez dit, c'est peut-être un choix qui a incombé à Néron, mais finalement, il se fait acclamer impérator à plusieurs reprises pendant son principat. Euh, Est-ce que ça a été problématique? Est-ce que c'est ce qui explique sa chute? Mais surtout, comment les élites romaines ont pu... euh, est-ce qu'on a une trace de débat, d'idées, de remarques, de critiques envers Néron sur le fait qu'il ne prenne pas de commandement? Alors ça, on n'en a pas gardé beaucoup de traces. On en a, si je puis dire, des traces indirectes quand on voit justement certaines conspirations se développer autour justement de certains sénateurs qui ont commandé des armées importantes, hein, notamment Corbulon, hein, qui est contraint de se suicider parce que voilà, il avait été sollicité pour participer à une conspiration. On en a aussi des traces au moment de la répression de la conspiration de Pison, hein, ce sénateur qui en 65 s'est trouvé au centre d'une conspiration, je dirais, tellement vaste, avec tellement de ramifications que évidemment, elle a fini par être connue, hein. Il y a eu des dénonciations et donc finalement cette conspiration a échoué. Et on constate que parmi les conspirateurs, il y avait beaucoup de tribuns du prétoire, c'est-à-dire ces officiers qui commandaient une cohorte prétorienne, hein. L'ensemble des cohortes prétoriennes de la garde impériale étaient commandées par les préfets du prétoire, mais à la tête de chaque cohorte, il y avait un tribun, hein, et un certain nombre de ces tribuns ont été impliqués dans cette conspiration. Et alors,
dans les auteurs anciens, hein, Suétone ou Tacite, prêtent justement certaines paroles justement à ces tribuns quand ils sont interrogés, hein, avant d'être condamnés, et on les voit justement reprocher à Néron l'assassinat de sa mère, la façon dont il gouverne l'Empire et justement son rapport à l'armée. Parce qu'à la fin, ce qui manque à Néron, finalement, c'est une armée. Il est le seul, il est isolé, il y a une guerre civile qui est en train d'émerger, et finalement, on constate que Néron est tout seul, et qu'il n'a pas la force, qu'il n'a pas la main pour vraiment riposter. Alors, il y avait des troupes qui, normalement, commençaient à être rassemblées pour une expédition que Néron projetait en direction du Caucase, semble-t-il. Le problème, c'est que Néron a surtout à ce moment-là tardé à prendre la mesure de ce qui se passait en Gaule. Parce que, en fait, le premier gouverneur de province qui s'est révolté, Caius Julius Vindex, hein, qui était, semble-t-il, le légat, donc le gouverneur de la Gaule lyonnaise, hein, une des provinces gauloises, d'une part, n'était pas à la tête d'une armée importante, hein, parce qu'il n'y avait pas de légion, hein, dans cette province de Gaule lyonnaise, et d'autre part, n'était pas issu d'une grande famille romaine, hein, puisque, en fait, c'est l'exemple justement d'une famille de notables gaulois qui avaient reçu la citoyenneté romaine et qui avaient pu donc entrer au Sénat, hein, grâce notamment à la politique de l'empereur Claude. Et donc, Vindex a été considéré comme quantité négligeable un peu par Néron. En plus, il a pu être vaincu et éliminé par le commandant de l'armée, d'une des armées du Rhin, hein, l'armée de Germanie supérieure, hein, c'est-à-dire l'armée qui était rassemblée sur le cours supérieur du Rhin, hein, qui était donc commandée par Verginius Rufus et qui a écrasé Vindex. Donc Néron a pu croire à un moment que la révolte allait être facilement réduite. Et puis, il a vraiment pris la mesure du danger quand Galba, hein, le légat d'une des provinces ibériques, hein, de l'Espagne citérieure, hein, qui correspond grosso modo à l'est, hein, et au nord de l'Espagne actuelle, quand Galba, lui, a pris fait et cause pour l'insurrection, parce que Galba, lui, il appartenait à une grande famille de l'aristocratie romaine, hein, qui remontait à l'époque républicaine, et lui, il pouvait représenter une alternative à Néron. Et là, il était en quelque sorte trop tard, hein, parce que Galba a su rallier à lui suffisamment de monde pour que Néron se trouve abandonné et réduit au suicide. Oui, le Sénat entérine finalement ce choix de Galba et proclame Néron ennemi public. Oui. Et là, c'est trop tard pour Néron. Parce que Néron, c'est un artiste. En tout cas, c'est comme ça qu'il se présente. Qu'il aurait voulu être connu. Vous titrez une section de votre chapitre 4, l'Empire des spectacles. Qu'est-ce qu'on sait de justement cette facette de ce personnage, l'artiste? Finalement, il n'y a que les sources écrites qui peuvent nous le raconter. C'était quoi son art à Néron en fait? Alors, il aimait, semble-t-il, beaucoup le chant, hein, et la poésie. On sait qu'il s'était entouré justement d'un cénacle, là aussi, hein, d'auteurs un peu de sa génération, hein, comme Lucain, le neveu de Sénèque. Donc voilà, c'est le type d'art voilà, qu'il prisait beaucoup. Il a voulu justement organiser des spectacles qui lui permettaient, disons, de gagner une grande popularité à Rome. Mais dans un premier temps, il ne s'est pas produit en public, hein. Ça s'est fait, disons, progressivement. Quand il instaure justement en 59, après la mort d'Agrippine, les Juvenalia, il s'agit encore, dans un premier temps,
bien de spectacles privés. Alors bon, il y a quand même pas mal de spectateurs, mais enfin bon, il se produit pas en public et il attend encore quelques années avant de se produire sur scène, mais il ne le fait pas d'abord à Rome, il le fait à Naples parce que justement c'est une cité grecque et ce public grec était plus habitué à voir justement des personnages de haut rang se produire sur scène que les Romains. Et puis surtout, alors là aussi, ça, on rejoint un peu ce phénomène générationnel, il s'entoure de ce qu'on pourrait appeler une sorte de claque, ce qu'on appelle les Augustiani. Alors au départ, il s'agit de 500 chevaliers romains, donc ce sont quand même des aristocrates romains qui sont chargés d'accompagner Néron, de l'applaudir. Et puis justement, quand Néron commence à se produire sur scène, en 62-64 de notre ère, alors là, ces Augustiani prennent une dimension beaucoup plus importante puisqu'on ajoute aux 500 chevaliers peut-être 5000 plébéiens qui sont chargés d'acclamer l'empereur. Et ça a eu des conséquences importantes parce que, en fait, certes, l'empereur se produisait donc désormais en public sur scène, mais alors que jusqu'à cette époque, justement, la présence de l'empereur dans les lieux de spectacle, même s'il n'était pas sur scène, permettait d'instaurer une forme de dialogue entre les spectateurs et l'empereur, entre en quelque sorte la plèbe et le prince. La présence justement de cette claque considérable de 5500 personnes qui, en toutes circonstances, acclamaient l'empereur dans les lieux de spectacle, eh bien, en fait, a contribué un peu à couper justement Néron des autres spectateurs, puisqu'ils ne pouvaient plus vraiment percevoir leur réaction. Ils ne pouvaient entendre que les applaudissements de ces Augustiani. Et donc, paradoxalement, cette présence de l'empereur sur scène, l'a en fait plutôt isolé justement de la population, des spectateurs à cause justement de la présence de ces claques. Et ensuite, après l'incendie de Rome, on peut dire aussi que la Domus Aurea, ce grand palais qu'il a voulu installer au cœur de Rome, là aussi isolé, parce que, alors, de toute façon, il ne l'a jamais vu complètement achevé, il y a très peu séjourné, mais elle était conçue comme une sorte de microcosme autour dans une enceinte fermée qui contribuait aussi à isoler l'empereur du reste de la ville. Quel artiste meurt avec moi? C'est un peu la phrase qui est restée dans la légende, mais en réalité, c'est quelle dynastie meurt avec moi? Est-ce que Néron était le dernier Julio-Claudien? Est-ce qu'il y avait d'autres solutions? On a parlé de Galba tout à l'heure et de sa légitimité. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que le Sénat on avait toujours réussi à organiser la vie politique pour qu'un Julio-Claudien accède à la magistrature suprême. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? S'il n'y a plus de Julio-Claudien, on peut dire que Néron y est pour beaucoup, parce que justement, par crainte justement de voir émerger un concurrent, parce qu'il ne faut jamais oublier que dans l'Empire romain n'est pas une monarchie héréditaire, et donc il n'y a pas de règle de succession claire. Et donc, comme l'a écrit un historien allemand, régner pour un empereur romain, c'est un défi permanent parce qu'on est toujours susceptible d'être contesté par un prétendant qui peut avoir plus de prestige, notamment à la suite de victoires militaires. Là, dans le cas de Néron, un prétendant qui peut aussi se rattacher à la figure d'Auguste. Et Néron a en quelque sorte... Alors, au départ, sa mère, Agrippine, et puis ensuite Néron lui-même, ils ont tout fait pour justement éliminer, faire disparaître tous les descendants d'Auguste qui auraient pu représenter une concurrence pour lui. À cela s'ajoute que Néron, n'ayant pas de descendance, et ça a pesé sur tout son règne, même s'il était encore jeune. Il s'est quand même marié 3 fois, et il n'a eu qu'une fille qui est morte assez jeune, et donc
il n'avait pas d'héritier, et ça a pesé donc sur tout son règne. D'une part parce que, n'ayant pas d'héritier, eh bien, il pouvait toujours être contesté par justement un descendant d'Auguste qui aurait pu prétendre à sa succession et qui aurait même pu prétendre l'éliminer pour régner à sa place. Et c'est peut-être aussi cela qui peut expliquer son absence des champs de bataille. Hein. Je reviens à la question de tout à l'heure, parce que s'il n'a pas pris la tête d'une armée, c'est aussi parce que lui-même ou son entourage pouvait craindre que, eh bien, en cas de mort au combat, de graves blessures, eh bien, il n'y ait personne justement pour lui succéder. Et donc, il y avait effectivement plus de descendants d'Auguste à la mort de Néron. Alors, on peut dire aussi que certains prédécesseurs de Néron avaient également contribué un peu à, si je puis dire, eh bien, couper bien des branches de l'arbre généalogique, hein, parce que Claude avait éliminé certains personnages, et puis Caligula et Tibère également. Pour finir, j'aimerais parler d'un sujet fascinant que j'ai pas eu le temps de développer dans mes lectures, les faux Nérons. Simplement, qu'est-ce que c'est que cette histoire de faux Néron qui apparaît après sa mort? Eh bien, effectivement, oui. Assez vite d'ailleurs, hein, parce que dès l'année 69 de notre ère, donc un an après la mort de Néron, en pleine guerre civile, on voit eh bien, en Orient un personnage se présenter comme Néron. Alors, il y a plusieurs phénomènes qui expliquent cela. Très concrètement, eh bien, à sa mort, Néron n'a pas eu droit aux funérailles impériales traditionnelles, hein, dont le cérémonial, en quelque sorte, avait été fixé par Auguste lui-même, hein, c'est-à-dire qu'on faisait défiler le cercueil avec une effigie de l'empereur, et puis, et bien ensuite, l'empereur défunt était incinéré sur un immense bûcher dressé sur le champ de Mars, et puis quand l'empereur était divinisé, on faisait voler un aigle, hein, qui était censé montrer que voilà, l'empereur défunt avait rejoint les dieux. Et donc, le décès d'un empereur était un phénomène avéré, aisément vérifiable. Après son suicide, Néron a reçu quand même des honneurs funèbres, mais comme s'il était un simple particulier. Hein. C'est-à-dire qu'apparemment, alors c'est son ancienne concubine, hein, la franchie Actée, et puis ces anciennes nourrices, hein, qui ont procédé aux honneurs funèbres, à l'incinération, et puis ensuite ces cendres auraient été déposées dans le mausolée, non pas le mausolée d'Auguste, hein, mais dans le tombeau familial de son père, disons biologique, hein, Domitius Aenobarbus. Hein, c'était une grande famille aussi de l'aristocratie romaine républicaine. Mais voilà, il n'y avait pas eu beaucoup de témoins, hein, de ces funérailles. Alors, un affranchi de Galba présent sur place avait bien certifié à Galba que Néron était mort, mais voilà, ça pouvait laisser une certaine marge de manœuvre à des imposteurs cherchant à se faire passer pour Néron. Et en plus, alors, ces imposteurs, ils apparaissent toujours en Orient, hein, où Néron avait gardé une certaine popularité dans le monde grec. Hein. Il n'y a pas de faux Néron en Occident. Et en plus, ils ont souvent bénéficié eh bien, du soutien des souverains parthes. D'une part parce que voilà, les Parthes avaient fini par conclure un traité avec Néron, hein, à propos de l'Arménie, et donc le frère du roi des Parthes, hein, était devenu roi d'Arménie, et donc Vologès Ier, hein, le roi parthe de l'époque, avait pris prétexte justement de son accord passé avec Néron pour dire qu'il allait soutenir cet imposteur. C'était aussi évidemment une façon pour lui d'entretenir l'agitation et les troubles dans l'Empire romain. Donc il y a eu effectivement deux faux Néron, un premier donc en 69 et puis un autre beaucoup plus tard sous Domitien, hein, sous Titus et Domitien dans les années 80 de notre ère. Bon, ça montre que Néron avait gardé, disons, une certaine popularité, une certaine aura en Orient.
une popularité vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de la populace, vis-à-vis des dignitaires. Alors, qui soutient ces faux Nérons? Alors, le premier faux Néron, il a aussi bénéficié, si je puis dire, de la guerre juive, hein, c'est-à-dire des opérations militaires des Romains contre les insurgés juifs. Hein. On est un an avant la destruction du temple de Jérusalem. Donc, il faut imaginer qu'il y avait dans cette armée romaine en Orient, eh bien, des déserteurs, hein, ce qu'on pourrait appeler des soldats perdus qui manifestement ont soutenu à ce moment-là le faux Néron. Et puis, il faut pas oublier qu'en Grèce, Néron était resté très populaire puisque, vous y avez fait allusion tout à l'heure, il avait proclamé la liberté des Grecs et donc il avait exempté les Grecs d'impôts. Donc ça, évidemment, ça avait été bien vu là de tous les Grecs, notamment des Grecs, des notables, hein, des plus riches qui devaient s'acquitter d'impôts importants. Donc oui, ceux-là restaient reconnaissants à Néron d'avoir pris cette mesure. En revanche, évidemment, Vespasien est revenu sur cette abolition des impôts pour les Grecs. Et alors, c'est peut-être pour ça que et ensuite, le second faux Néron, hein, celui des années 80 de notre ère, il a pu justement s'appuyer peut-être sur le regret de certains contribuables grecs qui regrettaient cette mesure fiscale de Néron. Merci, Pierre Com. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Merci pour vos réponses claires et précises qui vont aider nos éditeurs. Je le rappelle, Néron, le pouvoir et la scène, aux éditions Armand Collin, pour en savoir plus. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre dossier complémentaire sur caputmundi.fr ainsi que la bibliographie. N'hésitez pas à commenter cet épisode, noter le podcast et à vous abonner sur votre plateforme préférée. En attendant le prochain épisode sur l'année des 4 empereurs, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et partout ailleurs. Je vous dis à très vite dans Caput.